Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à CSP Time numéro 25 avec notre invité Yuri Verrieras, le président du directoire du Limoges CSP. Bonsoir Yuri, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir à tous. Merci à vous pour cette invitation. Et c'est parti pour quelques minutes de basket. Voilà, et pour nous accompagner, nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Kevin Cao et Mathieu Marot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Au sommaire de ce CSP Time numéro 25, les 4 cartons et les tops et les flops comme d'habitude. Dans le premier carton, nous ferons un bilan joueur par joueur de la première partie de saison. Ensuite, dans le deuxième carton, nous nous intéresserons plus particulièrement à notre invité sur sa première année écoulée à la tête du Limoges CSP et sur les projets du club. Dans le troisième carton, ce sera le débat et nous nous interrogerons sur le changement qui a été initié par l'arrivée de François Perronnet pour savoir si ce changement est appelé à durer ou pas. Enfin, dans le quatrième carton, nous parlerons des perspectives du Limoges CSP en 2019, en Chip Elite comme en Eurocup, avant de terminer bien sûr avec les tops et les flops. CSP Time numéro 25, c'est parti. On commence donc avec ce premier carton et donc un bilan joueur par joueur de cette première partie de saison du Limoges CSP. Alors on va commencer avec les meneurs. Première chose que j'ai envie de dire, premier constat d'échec, c'est London Perrantes, Mathieu. Oui, London Perrantes, on attendait beaucoup de lui. Le CSP cherchait un meneur avec un profil vraiment de gestionnaire, capable de faire jouer un peu tout le monde au sein de cette équipe. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné. London Perrantes qui a sûrement des qualités. D'ailleurs, il a mis 20 points lors de la victoire de Cholet face à Nanterre, mais ça n'a pas matché au CSP. Alors, est-ce que c'est dû à sa jeunesse, son inexpérience en Europe? Je ne sais pas. En tout cas, ça n'a vraiment pas fonctionné et ça a été un des gros flops de cette première partie de saison. Un flop pour Perrantes. En revanche, on aurait presque tendance, envie de dire, un top pour Taylor, même si il faut encore attendre puisqu'il vient quand même d'arriver. Il n'y a quand même pas très longtemps qu'il est là, Kevin. On va attendre sur la durée, sachant que c'est un joueur qui n'avait pas joué depuis mai dernier, donc un sacré bout de temps. C'est un top dans le sens où il apporte tout ce que n'apportait pas London Perrantes, de la défense, du leadership. Sur ces 2 points, ça manquait cruellement au CSP et ça fait beaucoup de bien et ça a initié une très belle série pour le Limoges CSP. On va parler, Yuri, de Jonathan Roussel, c'est le capitaine. Ça a été compliqué quand même pour lui, même si quelque part là aujourd'hui les choses rentrent un peu dans l'ordre pour lui. Pour Jonathan, je pense que ça a été compliqué dans un sens où il y a eu, comme vous l'avez dit, l'échec London Perrantes en début de saison. Qu'on a demandé à Jonathan un petit peu de faire le pompier de service, avec ce garçon qui arrive de Cholet, qui prend son poste à Limoges dans un contexte différent. Et on lui dit d'un coup, écoute mon garçon, tu vas être capitaine et en plus tu vas essayer un petit peu de combler les brèches à droite à gauche. Je pense que ça a été très compliqué pour lui. L'arrivée au contraire de Jordan Taylor aujourd'hui leur donne un second souffle. Jonathan revient dans son rôle, peut se reconcentrer encore plus sur ce qu'il sait faire. Et on voit qu'il devient aujourd'hui à nouveau proactif et il arrive à nouveau à traîner l'équipe vers le haut. Et c'est ce qu'on attendait de lui à la base, mais dans des conditions qui, au tout début de saison, malheureusement, n'étaient pas réunies. Voilà. Donc on continue notre liste de joueurs. On va parler de Dwight Hardy. Alors ça a été long à venir. Mais là, j'ai l'impression que ça y est quand même, il est lancé et il fait ce qu'on attendait de lui, Mathieu. Oui, c'est vrai que Dwight Hardy, c'était un peu la recrue phare de cette intersaison. Le joueur qui devait sublimer un peu l'équipe du Limoges CSP en apportant son scoring. Ça a mis un peu de temps à venir. C'est pas un joueur qui force ou qui est capable vraiment de créer son shoot comme un Kenny Hayes. C'est un peu un joueur en bout de chaîne, un scoreur en bout de chaîne. Et là, on commence à vraiment avoir un bon Dwight Hardy. Et c'est pas un hasard, à mon avis, si on voit un bon Dwight Hardy depuis l'arrivée aussi de Jordan Taylor. Les 2 joueurs ont joué ensemble à Galatasaray, ils se connaissent bien et le leadership apporté par Jordan Taylor, à mon avis, facilite la vie un peu de Dwight Hardy. Même s'il avait quand même commencé à monter un peu en régime un petit peu avant quand même. Un petit peu avant, c'est vrai, mais il est meilleur depuis quelques matchs et depuis, pour moi, l'arrivée de son compatriote. Kevin, on va parler de ton chouchou, Sékou Doumbouya. Il arrive de Pro B et clairement, il a sa place en Pro A. Sékou, on savait, il vient de fêter ses 18 ans là, dimanche, on savait qu'il pouvait aller dans le très très haut et dans le très très bas. Il était capable de bourdes énormes, mais capable de très belles choses. Et là, il a été absent 1 mois. Et à son retour, on a vu que tout ce qu'il pouvait apporter à ce Limoges CSP, de la fougue, de la verticalité, de la défense et de l'énergie. Et clairement, sur les matchs face à
à Gdynia et à Reims, le dernier match, c'est lui qui crée l'écart en sortie de banc en deuxième quart-temps. Et oui, pour répondre à ta question, il a le niveau pour jouer en Pro A. Il est en train de prendre sa place, il est en train de prendre de plus en plus de minutes. Et pour moi, ça va être très intéressant sur la deuxième partie de saison. Et oui, on va parler d'Axel Bouteille. Il voulait partir, hein. Je crois avoir lu ça dans la presse. Moi aussi, je l'ai lu un soir. Résultat des courses, aujourd'hui, c'est le meilleur attaquant du Limoges CSP. Axel, il est là. Moi, aujourd'hui, au-delà de l'aspect sportif pur, où Axel nous fait quand même un très bon début de saison, mais comme il avait fait une bonne saison l'année passée, quelle joie de voir depuis quelques matchs un Axel Bouteille plutôt souriant, plus qu'épanoui, qui tente des choses encore plus sans doute que ces derniers mois. Mais en tous les cas, voir Axel aujourd'hui épanoui à Limoges sous les couleurs vertes, c'est sincèrement une satisfaction absolue. On continue, Mathieu, avec William Howard. Alors lui aussi, ça a été un peu à l'image du CSP, ça a été long à venir, en dessous de ce qu'il nous montrait l'année dernière. Et là, depuis quelques matchs, on a l'impression que ça va mieux. Compliqué cette première partie de saison de William Howard. Il a vraiment chanté beau blanc la saison dernière. C'est un joueur intelligent qui mettait d'énormes shoots, qui jouait juste. Ça a été un des meilleurs Limougeaux la saison dernière. Et c'est vrai que sur le début de saison, il a eu pas mal de difficultés. William Howard a retrouvé le même apport. Mais depuis quelques matchs, comme tu le dis, on retrouve le William Howard qu'on a connu l'année dernière, un joueur efficace, un joueur avec un énorme QI basket, capable de créer des décalages. Il a dépanné aussi à la main, il faut le souligner, quand le CSP a quelques problèmes à ce niveau. Je pense qu'on va avoir un très très bon William Howard durant cette deuxième partie de saison. À suivre, Mathieu. Merci Mathieu. Kevin, on continue avec les ailiers forts Inglis et Miles. On a l'impression qu'ils sont plutôt complémentaires. Après, ça a quand même fait de hauts débats les deux. Hein. Alors les deux, ils ont été sur courant alternatif tout au long de ce début de saison. Damien Inglis a été dans le très dur, mais François Perronnet a expliqué qu'il a traîné pendant un mois un problème à la cheville, ce qui pourrait expliquer ses soucis sur le terrain. Damien Inglis, pour moi, ça peut apporter de la défense et il peut faciliter le jeu. Moi, j'étais assez fan de lui sur un certain passage qu'il a fait. Après, il s'est retrouvé dans le dur. Quant à Miles, on sait, Olivier Bourguin nous l'avait présenté comme un bras. C'est un bras, effectivement. Même s'il a un défenseur sur le nez, il peut shooter à 3 points, il peut prendre feu. Il a fait un 5 sur 5 contre Gdynia. Mais en défense, c'est un peu plus compliqué. On le voit prendre des rebonds, mais par exemple, là, à Reims, face à Ibanks, il s'est fait enfoncer plusieurs fois. Il va falloir qu'il progresse défensivement. Et ouais, finalement, le meilleur poste 4, ça serait un complément du bras de Miles et de la défense d'Inglis. Mais on est obligé François Perronnet est obligé de jongler avec les deux. Ok, Yuri, comme tu es spécialiste des bons dossiers, maintenant on va parler de Mame Jaïté. Il est parti, c'est forcément dommageable pour le club qui avait parlé d'avoir un projet avec des Français. Bon, Mame est parti et ça reste quand même un accro quand même. Ça remet pas en cause le projet français en lui-même, et je pense qu'on le voit sur nos matchs, y compris en Coupe d'Europe, où on peut jouer avec un 5 français pendant de longues minutes. Donc c'est pas une remise en cause profonde de la chose. Il y a eu à un moment donné une nécessité de rééquilibrer l'équipe. Ça a été fait avec le recrutement de Damien Inglis. Derrière, il y a eu des échanges en interne avec le coach, donc avec Kyle Milling à ce moment-là, et avec Olivier Bourguin. La décision a été prise dans une volonté de rééquilibrer tant d'effectifs que financiers, il ne faut pas s'en cacher. De se séparer de Mame Jaïté, qui a retrouvé d'ailleurs assez rapidement un club. Voilà, ça fait partie d'une saison. On l'a vu à d'autres époques d'ailleurs au Limoges CSP que de se séparer de joueurs. Donc voilà, mais c'est pas une remise en cause profonde du projet français, bien au contraire. On continue avec les pivots. Mathieu, Samardo Samuels, réclamé à corps et à cri pendant l'intersaison. Il arrive, finalement ça ne se passe pas bien. Il est presque parti, finalement il reste. Et au bout du compte, on a l'impression là qu'il n'est plus tout à fait le pivot titulaire. Il n'est plus tout à fait, parce qu'on en parlera après, j'imagine, mais Jerry Boutielé fait un super travail au CSP. Il apporte davantage en défense. En attaque, il n'a pas les mêmes qualités que Samardo Samuels, mais il compense par une énergie débordante, beaucoup d'agressivité défensive. Donc aujourd'hui, François Perronnet, on a l'impression qu'il préfère s'appuyer sur un joueur comme Jerry Boutielé. Du coup, ça complique un petit peu la mission de Samardo Samuels, quelque part, qui sort du banc, qui apporte quand même son scoring, mais qui va devoir
devoir sérieusement s'y coller en défense, à mon avis, s'il veut regagner des minutes. Et c'est vrai qu'il vit une saison un peu particulière, Samardo Samuels. Il ne faudrait pas que ça nous fasse regretter en fait, le départ de Mapjeité. Kevin, Samardo Samuels, tout de suite, son seul et unique problème, c'est la défense. Ouais, il a pris des vents énormes en défense à Reims, il a pris des vents énormes en défense à Gigna. C'est simple, en fait, sur les 2 premières mi-temps, à chaque fois, il a joué 6-7 minutes, sachant que c'est un pivot qui a joué en NBA et tout. Clairement, François Perronnet ne le fait pas confiance. Sur les premières mi-temps, il préfère envoyer Boutilé au front en défense. Par contre, à contrario, lorsque le match était un peu joué face à Reims, les mains, une fois qu'on le sert poste bas, normalement c'est panier plus faute ou panier, donc il apporte beaucoup. Pour revenir sur les pivots, moi je pense que la meilleure progression de tous les joueurs du CSP cette saison, c'est Jérémy Boutilé. En début de saison, on pouvait penser que c'était le 3e pivot derrière Samuels et Jaïté. Et aujourd'hui, c'en est devenu un pivot titulaire qui défend fort et, comme l'a dit Mathieu, qui apporte en attaque, qui progresse en attaque. Il peut jouer aussi bien au large avec son jump shoot, la main gauche. Et il commence à avoir des moves en défense, dos au panier. Donc pour moi, vraiment un gros top sur lui. C'est la meilleure progression de tous les joueurs du CSP depuis le début de la saison. Ok. Yuri, on va terminer avec les espoirs. Difficile de se faire une place quand on est espoir dans cet effectif du Limoges CSP. Timothy Basile, Laribo, voilà, c'est compliqué. On est sur 2 profils de joueurs d'ailleurs complètement différents. Damien Laribo est un dernière année espoir. Il a été avant tout recruté pour venir travailler avec l'équipe espoir et avoir un meneur référent dans cette division de championnat espoir. Sur Timothée Basile, on sait que c'est un projet à plus long terme. Il sortait de l'INSEP l'an dernier. Il travaille. Quand on voit aujourd'hui ses prestations lors des matchs espoirs, on voit qu'il progresse. À nous de continuer à le faire travailler. Après, effectivement, eu égard à l'effectif aujourd'hui qu'on a et au calendrier qui s'enchaîne, il n'y a forcément pas beaucoup de temps de jeu pour lui, sauf entre guillemets quand tout va bien en fin de match. Mais l'important aujourd'hui pour un joueur comme Timothée Basile, c'est de continuer à bosser ses gammes comme il faut, de devenir un joueur référent en espoir. Et le moment venu, moi j'ai aucun doute sur le fait qu'il rejoindra l'effectif professionnel. Voilà, merci Yuri, merci messieurs. C'est la fin de ce premier quart-temps du numéro 25 de CSP Time. Dans ce deuxième quart-temps, nous allons nous tourner plus particulièrement vers notre invité, Yuri Verrieras. Yuri, traditionnellement, on commence avec une petite bio express. Alors, date et lieu de naissance? 17 mars 1989 à Compiègne. Niveau d'études? J'ai un Master 2 en droit. Sport d'origine? Sport d'origine football tout d'abord, puis un peu de cyclisme. Première expérience dans le basket? Un stage au Limoges CSP aux côtés de Frédéric Fortet à l'été 2011, jamais je ne dis pas de bêtises. Et la suite après, comment ça s'est passé, la suite dans le basket? La suite, ça a été de continuer mes études à Limoges pour aller au bout de mon Master 1 puis de mon Master 2. En continuant en stage au Limoges CSP, qui me permettait d'avoir mes stages soit de fin d'études, soit d'études complètes d'ailleurs. Puis en sortie d'études, j'ai eu l'opportunité de prendre un poste de directeur général au STB Le Havre, qui à l'époque était un club de Pro A. Je suis resté 10 mois là-bas, jusqu'à temps de recevoir une offre du Limoges CSP pour devenir directeur général du club. Donc retour à Limoges aux premières amours. Je suis revenu à Limoges en août 2014. Parfait. Ça fera bientôt 1 an que tu es président du directoire du Limoges CSP. S'il y avait un mot pour définir la période qui vient de s'écouler, quel serait-il? Alors un mot, c'est un peu compliqué. On va peut-être mettre deux adjectifs. Ou on pourrait dire quelque chose comme très riche en émotions. Aujourd'hui, est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit aussi compliqué, aussi difficile, même si on sait que le Limoges CSP est quand même un club à part? Je connaissais un peu le contexte limougeau par la force des choses. Entre le voir et le vivre, il y a sans doute une nuance. Et effectivement, après, ce qui est fondamentalement rassurant, et je mets quand même des guillemets à rassurant dans mes propos, c'est que ça veut dire que le club a une place majeure, capitale, centrale dans l'esprit, dans le cœur des gens, dans le cœur même de notre ville. Et que c'est quand même plutôt important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le métier qu'on exerce a une vraie utilité sportive, oui, mais aussi sociale. Et qu'on peut que s'en satisfaire. C'est juste qu'on est aujourd'hui dans une institution. On est de passage dans une institution qui est juste omniprésente à Limoges.
Et ça, c'est quand même plutôt satisfaisant. Est-ce qu'il y a eu des nuits blanches? Oui, quelques-unes, mais comme avant, les nuits de recrutement sont généralement des nuits blanches. Il y a forcément des nuits avec un sommeil quelque peu agité, avec des décisions qui sont pas forcément évidemment faciles à prendre. Et mécaniquement, oui, ça a un petit peu d'impact sur le sommeil, évidemment. Justement, quelle a été la décision la plus difficile à prendre depuis que tu es au CSP? Je dirais, au moins d'un point de vue, on va dire, humain, et c'était une grande première pour moi, c'est de se séparer d'un entraîneur. C'est quelque chose que d'expérience je n'avais jamais vécu, ni en tant que directeur général quand j'étais au Havre. Quand j'étais à Limoges, oui, il y a eu des entraîneurs qui sont partis, mais c'était pas moi qui le traitais en direct, ou du moins c'était pas moi qui devais l'annoncer en direct. C'est forcément un moment humainement assez compliqué et dans une chaîne de décision où tout se bouscule un petit peu. C'est de se dire, on prend la décision, oui, ok, dans quel timing, et derrière, tout s'enchaîne, tout doit s'organiser, et c'est forcément des moments qui sont assez durs ou assez pénibles à vivre, tout simplement. Mais par contre, évidemment, ça fait partie du métier, et il faut simplement pas s'en plaindre. Kevin, une question pour Yuri? Contrao, le moment le plus heureux de cette année écoulée dans le président? Le moment le plus heureux, je dirais, le soir du match contre Nanterre, la saison écoulée, sur le fameux shoot au buzzer de Drew Joyce, où on va en play-off avec l'objectif atteint de la 4e place, où il fallait 4 victoires sur les 5 matchs. C'était pas forcément si simple que ça. C'était une chose faite, une belle chose faite, et derrière, voilà, on a joué des play-offs de bon niveau, et c'était vraiment un moment très très heureux, et très heureux sur une émotion sportive que seulement le terrain peut donner en fait. Yuri, on parlait... Oui, Mathieu? Non, On parlait des moments difficiles. On sait que ces derniers mois, il y a eu une rupture avec une partie du public. Comment vous avez vécu ça au sein du club, et comment vous espérez pouvoir quelque part recoller les morceaux? Il y a eu des épisodes compliqués, et je suis le premier à le dire, et on se l'était dit déjà au préalable. Oui, il y a eu des erreurs de fait. Je ne prétends pas tout faire parfaitement. Quand je fais des erreurs, j'essaye de me poser, de réfléchir, de corriger le tir. C'est le cheminement intellectuel qui va bien. Aujourd'hui, on sait que un des premiers éléments majeurs était quand même de travailler sur l'urgence sportive pour récupérer des résultats. On sait que c'est très très important à Limoges. Au-delà des résultats, d'avoir des comportements au niveau de l'équipe qui sont aussi, on le sait, scrutés par un public qui est spécialiste de ça, par un public qui soutiendra l'équipe corps et âme si jamais ils ont en face, si jamais ils reçoivent le minimum attendu. Et on sait que le minimum à Limoges est assez élevé, mais c'est bien normal. Donc c'était régler l'urgence sportive, et on sait que maintenant, il faut qu'on continue simplement à travailler pour avancer dans le bon sens, tout simplement. C'était des regrets, notamment en termes de communication. Est-ce que c'est les regrets les plus importants aujourd'hui? Il y a eu, en tous les cas, d'extrêmes mauvais timing, et le plus mauvais timing, enfin, le plus mauvais enchaînement de choses était né du dossier Samardo le soir du Portel, où je suis un peu victime de ce qui se passe d'un coup, et j'étais pas au Portel, j'étais à Limoges en train de regarder le match sur mon ordinateur, et qui a forcément tout un enchaînement de choses où sans doute qu'on s'imagine bien faire, et le résultat est complètement opposé. Donc vu avec du recul, oui, évidemment qu'on le referait pas comme ça, et surtout qu'on en tire les enseignements pour la suite. Alors, tu parles de la suite, on a beaucoup parlé du projet 3.0. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce que vous allez poursuivre dans ce sens-là? Et si oui, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il est toujours d'actualité, puisque moi je m'en suis pas caché au moment où j'ai pris le poste de président du directoire. C'était simplement pour faire de la continuité. Je connaissais ce projet pour y avoir été associé sur tous ses pans avant le 31 décembre 2017. Moi, j'ai toujours dit que ce poste-là, je le prendrais avec une volonté d'exécuter ce qui était prévu. Il y a une partie qui est en cours d'exécution, notamment sur le sportif, si jamais on prend, sur des jeunes joueurs français aujourd'hui, c'est quand même une case qui est plutôt bien cochée. On doit par contre continuer dans ce chemin-là, mais il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat là-dessus, puisqu'on sait que c'est le chemin qu'on a choisi. Aujourd'hui, c'est un virage, c'est une orientation, et on ira au bout sur cette orientation. On a
à côté de ça, une politique structurante. Il y a eu des éléments qui étaient faits, notamment sur les changements de tarifs en billetterie, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, heureusement qu'on avait pris un petit peu ce virage-là, parce qu'on sent que, et c'est pas qu'à Limoges, mais qu'il y a un léger décrochage en termes d'affluence. Et une fois de plus, ce n'est pas qu'à Limoges au niveau basket français pour échanger avec beaucoup de présidents ou de directeurs généraux de clubs. Tout le monde est aujourd'hui confronté à cette même problématique. Donc, l'essentiel, c'est de continuer à dérouler le plan, tant sur un point de vue billetterie. On a eu les abonnements de Noël, enfin les abonnements privilèges qui sont en cours. Les chiffres sont plutôt bons, c'est-à-dire qu'on a déjà des abonnés pour l'an prochain. En termes marketing, on a mis en place des nouveaux produits. On sait qu'on doit continuer à accompagner ce mouvement-là. On sait que la ville de Limoges nous a consulté pour, le cas échéant, des réaménagements de Beaublanc et de la salle et aussi des abords. À nous d'être prêts pour ce type d'infrastructure. Si jamais elle voit le jour, on se doit d'ores et déjà de commencer à travailler en ce sens-là. Les nouveaux réceptifs du Grand Stade, où on aura sans doute vocation à aller un jour, c'est pareil, il faut une politique pour l'accompagner. Donc tout ça, on continue à travailler. Il y a aussi le projet de construction pour le centre de formation, où aujourd'hui on a un chiffrage, on a des plans. Maintenant, reste simplement à valider ça en interne et à se dire on y va ou on n'y va pas. Ça, il faut une décision d'un organe de contrôle, forcément. Mais aujourd'hui, voilà, les choses se mettent en place sur la communication digitale également. Les choses sont mises en place avec des programmes éditoriaux beaucoup plus développés qu'avant. Il y a 2 temps dans le projet, c'est qu'il y a le temps de mise en place, et une fois de plus, je ne prétends pas tout révolutionner. Il y a un temps de mise en place, et derrière, en général, à 8, 10, 12 mois après, il y a un temps d'ajustement et où on commence à voir les fruits. C'est ce qu'on a vu par exemple sur la brasserie du Palais des Sports, où la première année a été une année plutôt compliquée, mais c'était une année de découverte tout simplement. Et aujourd'hui, on voit que c'est un produit qui commence à avoir sa maturité et dont on commence à avoir de la satisfaction et à apporter de la satisfaction client. Et c'est ça qui est important. Donc il y a un temps de mise en place et après il y a le temps de l'ajustement pour qu'on puisse avancer et coller au plus près aux besoins, aux attentes, tout simplement. Mais Yuri, qu'est-ce que tu peux annoncer des choses concrètement sur des avancées du 3.0 ? Je pense notamment, je pense que le restaurant, c'est une idée mornée, ça me semble compliqué. Au niveau du centre pour les jeunes, pour les espoirs, vous avez acheté le terrain ou pas ? Le terrain, il est acheté, il est à nous. De façon très claire. On travaille avec un cabinet d'architectes. On a aujourd'hui les plans définitifs, on peut même en parler quelques instants, avec un premier niveau où on est plus sur une vocation. Le but est de faire un bâtiment multimodal, en fait. Donc les 2 premiers niveaux auraient une vocation de commerce, mais de commerce plutôt pas en petites cellules. Quelque chose, un plateau loué pris par un preneur qui fasse son activité globale dedans. On a un 3e étage où on serait vraiment sur des bureaux club, puisque aujourd'hui, rue Haute-Vienne, on est un petit peu à l'étroit, sans que ça paraisse. Un 4e étage avec toute la partie centre de formation, donc les logements, les salles de réunion nécessaires, une petite salle pour aussi que les enfants puissent travailler leurs cours en rentrant le soir, etc. Et un dernier niveau où on aurait des appartements club, et le but est d'avoir une sorte de bâtiment où il y a un vrai lieu de vie et où tout le monde se croise et où on est vraiment dans un bâtiment Limoges CSP. C'est ça l'idée aujourd'hui. Ce projet est chiffré ? Ce projet est chiffré, tout à fait. On est aux alentours de 4 millions d'euros de budget sur ce bâtiment-là. Et quand la décision sera-t-elle prise ? Je pense qu'on ira assez rapidement. Je dirais courant janvier, on aura une décision venant dire si jamais les organes de contrôle valident ou pas cet investissement, puisque c'est un vrai investissement. Moi, je reste convaincu que c'est surtout un investissement plus que nécessaire pour l'avenir, notamment quand on a une politique de formation. Puisqu'aujourd'hui, un joueur cadet ou un joueur espoir, quand il n'est pas de Limoges, ça a un réel coût, entre guillemets, tant d'hébergement en multisite, donc qui dit hébergement multisite dit aussi beaucoup de logistique derrière, et on n'a pas les jeunes, entre guillemets, sous la main. Là, on est à 3 pas du Palais des Sports de Beaublanc, ça pourrait quand même grandement nous aider, nous faciliter la vie, d'avoir un vrai lieu de vie pour notre centre de formation. Et au niveau du musée, de l'application
Où est-ce qu'on en est? Le musée aujourd'hui est quelque chose qui était le dernier point du projet. Donc très sincèrement, aujourd'hui, c'est un point qui est pas du tout prioritaire. On a le projet, il est dans les cartons, mais il n'y a pas d'urgence d'exécution dessus. Sur l'application, on est sur un, comme je disais tout à l'heure, on est sur un point aujourd'hui de meilleure maturité, c'est-à-dire qu'on a plus de contenu, plus de programmes. Est-ce que tu as des chiffres par rapport à l'application? Des chiffres de quel ordre? D'audience. D'abonnés. On a Abonnés premium. On a aujourd'hui un peu plus de 10 000 abonnés, de 10 000 téléchargements, dont la moitié en premium. Voilà, aujourd'hui ce sont les chiffres. Ça nous permet de se diffuser en dehors de nos frontières. C'est quand même un enjeu aujourd'hui majeur, qui plus est quand on est à Limoges. Et on travaille sur un... Voilà, la grille de contenu a aussi été beaucoup plus travaillée que l'année d'avant. Mais l'année d'avant, une fois de plus, on était sur une phase où on était en mise en place. Et aujourd'hui, la mise en place, elle est faite. Par contre, on est sur une grille de programme où d'ailleurs, on arrive à retrouver quelque chose de parfaitement suivi. Et au fil des matchs, il y a toujours les mêmes types de programmes qui sortent. Donc le but aujourd'hui de l'application, avant tout, évidemment, c'est de se diffuser en dehors de nos frontières, parce qu'on doit rayonner de façon moderne au-delà des murs de Limoges, évidemment. Dernière question, Yuri. Céline Forté est intervenue récemment. Où en est-on avec Céline Forté? Est-ce qu'aujourd'hui, la phase juridique c'est la seule issue? On est sur, entre guillemets, deux parties qui sont dos à dos. Je pense, eu égard aux griefs qui nous sont faits, je pense que, puisqu'on nous reproche de nombreuses erreurs, et tout ça en droit, une fois de plus, il n'y a qu'un juge qui peut aujourd'hui venir trancher. C'est pas Céline Forté, c'est pas Yuri Vailleras qui va dire le droit. C'est un juge. Donc je pense que l'issue judiciaire sera inéluctable. À quel délai, on le sait? Je n'ai pas trop d'idées de délai. Il faut une assignation, évidemment. Après, il faut savoir si jamais le juge considère qu'il y a urgence ou pas. Si jamais il y a urgence, on sait que ça peut aller relativement vite. Si le juge considère qu'il n'y a pas urgence, on sait que les délais français peuvent être légèrement longs. Merci Yuri, merci messieurs. C'est la fin de ce deuxième quart-temps. Ce troisième quart-temps est traditionnellement celui du débat et nous allons nous interroger sur le changement intervenu depuis l'arrivée de François Perronnet aux commandes de cette équipe du Limoges CSP. François Perronnet qui présente aujourd'hui un bilan parfait, 5 matchs, 5 victoires. Alors messieurs, ce changement est-il amené à durer ou pas? Mathieu? Moi, je vois aucune raison pour lesquelles le changement pourrait pas durer. C'est vrai qu'on voit, il y a du matériel dans cette équipe. On l'a dit depuis le début de la saison, il y a du talent. Avant-hier, on avait du mal à le mettre en musique. Aujourd'hui, tout se passe très bien. Alors pourquoi ça s'arrêterait? Je ne sais pas. La seule incertitude, ce serait une blessure, un coup dur. Je pense notamment à la Maine, où c'est vrai que pour moi, Jordan Taylor, on parle beaucoup de l'apport de François Perronnet, mais il ne faut pas oublier celui de Jordan Taylor. Il avait disputé un seul match, Jordan Taylor, avant l'intronisation de François Perronnet. C'était lors de la défaite face à Dijon. Il venait juste d'arriver. Il n'avait pas joué énormément, mais déjà, il avait apporté durant la fin de match. Et je pense qu'au-delà de François Perronnet, c'est vraiment lui qui a changé le visage de cette équipe. Donc si lui va, je ne vois pas pourquoi le CSP irait mal ou replongerait dans ses doutes. Donc à voir, mais on est plutôt optimiste pour la suite de la saison, je pense. Kevin, François Perronnet, tu l'as dit, on l'a vu, c'est un ultra exigeant. Est-ce que cette ultra exigence peut durer tout ce qui reste, tous les matchs, toute la saison? Je vais faire une référence à la François Perronnet. On verra au prochain match. François Perronnet obsédé par le. François Perronnet obsédé par le prochain match. Pour l'instant, en fait, comme dans toute équipe et dans tout sport, quand une équipe gagne, tout va. Donc s'il continue de gagner, s'il continue de marquer 100 points par match, on peut penser que sur la durée, ça va tenir. Je pense que cette équipe avait besoin d'un cadre et de la rigueur. Mathieu l'a dit, c'était une équipe talentueuse, mais qui n'avait pas envie de se faire mal en défense. François... Il manquait un patron aussi. Oui, exactement.
Et François Perronnet a posé un cadre de la rigueur, de la discipline, une hiérarchie aussi. Quand tu parles de patron, une hiérarchie qu'il n'y avait pas forcément dans cette équipe. Et pour répondre à ta question, on peut penser que ça va durer. Oui, on peut penser que ça va durer. On espère que ça va durer. Après, une vraie interrogation que tu soulèves, c'est l'exigence de François Perronnet au quotidien. Ça fonctionne sur une courte période. Est-ce qu'elle va pouvoir se prolonger jusqu'au bout de la saison? J'imagine que c'est ça. Voilà. On savait qu'elle n'était pas trop enclin à vouloir défendre, à se faire mal, puisqu'il a fallu que François Perronnet arrive pour qu'elle arrive un peu à monter son niveau de défense et surtout à faire preuve de constance. Donc cette constance, est-ce qu'ils vont être capables de l'avoir toute la saison? C'est la grande question, sachant que François Perronnet, aujourd'hui, c'est dur à dire, mais il a fait le plus facile quelque part. En deuxième partie de saison, dès le mois de janvier, il va devoir jouer le top 16. On sait que le CSP a hérité quand même d'adversaires costauds. Les 3 équipes jouaient en Euroleague la saison dernière, que ce soit l'Étoile Rouge, Malaga ou Valence. Donc François Perronnet, sans regarder dans ma boule de cristal, il va être confronté à la défaite, forcément, durant ce top 16. Donc c'est là où on va voir comment le CSP va réagir en enchaînant les matchs de championnat, après éventuellement une défaite en Eurocup. C'est dans la défaite aussi qu'on va voir ce que vaut vraiment ce Limoges CSP. Aujourd'hui, tout est beau, tout est rose à Limoges, et tant mieux d'ailleurs. Maintenant, on va voir durant la deuxième partie de saison où ce sera peut-être un peu plus compliqué. Et juste pour nuancer, il faut aussi préciser que quand même, on va nous repousser d'être rabat-joie, mais Gigna et Châlons-Reims, c'était des équipes assez faibles quand même. On attend de voir ce que ça peut donner contre l'Asvel, contre la SIG, contre le Mans. C'est facile de marquer 100 points à Châlons-Reims qui en ce moment est dans le dur, dans le très très dur. Ça sera peut-être plus dur face à des équipes un peu plus de haut tableau, quoi. Yuri, quand vous avez décidé d'écarter Kyle Milling, François Perronnet, c'était la solution évidente? Oui, c'était la solution évidente. C'était un vrai choix. C'était vraiment pas un choix par défaut, pour le coup. Et on lui a demandé de faire du François Perronnet. C'est-à-dire d'être exigeant, de remettre des cadres, de faire travailler les joueurs à sa façon, de prendre la main réellement et de redonner du corps à cette équipe. On était tous intimement convaincus que l'équipe elle est belle, et elle était belle en début de saison, et elle l'est tout autant aujourd'hui avec en plus l'apport d'un Jordan Taylor. Donc on lui a demandé simplement de mettre les choses en place. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait au moment de la trêve internationale. C'est qu'il avait un petit peu de temps pour venir mettre son plan de jeu en place, pour faire les entretiens individuels avec les joueurs, enfin pour faire toutes ces choses diablement utiles. Et puisqu'il était déjà en interne, ce qu'on attendait de François, c'était pas un électrochoc immédiat, même si jamais il a eu lieu, ouais. Mais on attendait, et c'est l'échange que j'ai avec lui, un changement de fond, puisqu'on n'a pas rapporté une pièce, on a simplement promu quelqu'un qui était déjà en place, qui connaissait l'équipe, sur lequel forcément, moi, selon ma vision, il y a moins, entre guillemets, d'électrochoc puisqu'on ne rapporte pas quelqu'un. Par contre, il y a une vraie capacité déjà à connaître les joueurs et avec un petit peu de temps à faire un travail de fond et un changement de fond pour essayer de remettre l'équipe à l'endroit, ce qui n'était pas forcément chose aisée puisqu'on a quand même vécu une période plutôt compliquée. Mais il y a eu un électrochoc dans le sens où même si François Perronnet était déjà en place, il a une personnalité qui est vraiment diamétralement opposée à celle de Kyle Milling. C'est quelqu'un de très rigoureux. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'avec Kyle Milling, c'était la fête, qui faisait la chenille tous les jours. Mais c'est vrai que François Perronnet, c'est un bourreau de travail, il a un discours, il va droit au but. Le changement, il est quand même radical. Quelque part, moi, ça me rappelle un peu l'arrivée de François Hervé qui passe derrière François Hervé. Philippe Hervé, c'est la fin de l'année, hein, de Philippe Hervé qui passe derrière Jean-Marc Dupraz. Alors lui n'était pas déjà en place, mais deux personnalités aussi radicalement différentes et ça casse vraiment quelque chose, ça apporte quelque chose de nouveau, un nouveau souffle. Et comme Philippe Hervé, François Perronnet a une personnalité très exigeante, dure un peu, et c'est ce dont avait besoin cette équipe à mon sens. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on le voyait pas comme un pompier de service. C'était vraiment voilà, pour un travail de fond, c'est là où je te rejoins, mais voilà, c'était pas l'idée, c'était pas de se dire ah bah tiens, si jamais par malheur on perdait au Mans et en Turquie, on le promeut 2 jours avant Fos-sur-Mer et il va nous révolutionner la chose. C'était vraiment de lui laisser du temps pour qu'il soit entre guillemets dans un minimum de confort pour pouvoir dérouler tout ce qu'il avait à faire. Est-ce qu'il y a un choix économique aussi derrière cette nomination ? C'était pas du tout un choix dicté par l'économie, c'était vraiment un choix délibéré de dire on a cette personne-là,
qui coche, selon notre vision, toutes les cases pour prendre l'équipe. Et on est parti sur cette option-là. C'était vraiment un choix dicté par le sportif. Les gens sont friands de ça. Est-ce qu'il y avait d'autres pistes, des alternatives quand même, auxquelles vous avez réfléchi avant de prendre cette décision ? Je pense que, j'en suis même sûr qu'Olivier avait scruté le marché, ou plutôt que le marché avait scruté Olivier d'ailleurs, par la même occasion. C'était plutôt ça. Alors il n'y avait pas de J.D. Jackson, hein, qu'on se le dise. Mais son agent. C'est pas nous, ça, c'est pas nous. C'est vrai, j'ai pas dit que c'était toi. Mais très, très sincèrement, ça a vraiment été des options qui ont été fermées, puisque de suite, le choix numéro 1 et unique, eu égard à la déclaration d'intérêt réciproque qu'il pouvait y avoir, c'était de se dire, bon, bah, on y va avec François. Alors, je vais faire le rabat-joie quand même avec François Perronnet. Ses expériences jusqu'à présent de head coach ont toutes été plutôt mitigées, voire des échecs. Est-ce qu'on doit craindre quelque chose vis-à-vis de ces expériences ratées, ou est-ce qu'on peut se dire, ben, finalement, il est reparti en tant qu'adjoint, il a repris de l'expérience et aujourd'hui, il est mûr pour faire un vrai head coach? C'est très compliqué de répondre à cette question. Moi, je n'ai pas connu François Perronnet quand il a été head coach, je l'avoue, dans les autres clubs. Pour moi, aujourd'hui, François Perronnet, force est de constater qu'il est très bon dans une mission à court terme. Il est en train de nous le prouver, il a révolutionné cette équipe. Maintenant, est-ce qu'il va tenir sur la durée? C'est très compliqué de répondre à cette question, parce que d'abord, parce qu'on ne le connaît pas, qu'il est assistant depuis très longtemps. Donc, est-ce que son discours peut passer plus au-delà d'une saison? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que depuis qu'il est assistant, François Perronnet, c'est obligé, il a emmagasiné une certaine expérience, un nouveau regard, il a appris des choses. Maintenant, est-ce qu'il est arrivé à maturité pour devenir un vrai head coach sur le long terme? Honnêtement, je ne sais pas. Et par rapport à ta question, j'étais à Reims du coup vendredi soir. L'Union, nos confrères là-bas lui ont consacré une page. François Perronnet a laissé une très bonne image et je pense que c'est sa meilleure année en tant que coach. C'est en 2006 quand il va en finale de la coupe, du championnat de France de Pro B avec à l'époque le club de Châlons qui a changé de nom. Et il a laissé des très bons souvenirs là-bas. En fait, tout simplement, il a fait là-bas ce qu'il est en train de faire à Limoges. Il a mis un cadre défensif, il a poussé ses joueurs à s'y coller en défense et il a laissé un cadre en attaque en leur laissant des libertés. Et je pense que ça a marché avec Châlons, c'est en train de marcher avec Limoges. Après, on ne peut pas savoir si ça va marcher sur la durée, mais juste pour dire qu'il a eu certaines expériences malheureuses. On peut penser à Orléans notamment, mais à Châlons, il a laissé de très bons souvenirs. Et ben voilà, En tout cas, on espère que ça va marcher parce que François Perronnet, c'est une personnalité. Il a beaucoup de vertus, cet homme-là. On le connaît très peu. Non, mais c'est vrai que personnellement, personne ne connaît vraiment François Perronnet. Moi, j'ai interrogé même Philippe Hervé qui m'a dit c'est un jardin secret, mais c'est un bourreau de travail. C'est quelqu'un qui a l'air très franc, qui est rigoureux. Donc, il a beaucoup de qualités pour réussir. Maintenant, à lui de prouver qu'il peut le faire sur toute une durée. Au niveau de la gestion humaine, la gestion des hommes, ce sera peut-être ça son challenge le plus important. Eh bien, nous verrons ça. L'avenir nous le dira. Merci, messieurs. C'est la fin de ce troisième quart-temps. Et donc, on va évoquer pour ce quatrième quart-temps les perspectives 2019 du Limoges CSP. Mais peut-être avant d'en parler, on va revenir un petit peu en arrière parce qu'on a vu le Limoges CSP terminer l'année en boulet de canon. 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Il termine son championnat avec un bilan positif, 8 victoires, 7 défaites. C'est un peu inespéré, voire miraculeux, Kevin. Oui, tout à fait. Il y a un mois, je ne sais pas s'il y a grand monde qui aurait misé sur le fait que le CSP se qualifie pour le top 16 de l'Eurocup et se situe aujourd'hui dans le top 8 du championnat de France. À l'époque, le CSP a inspiré l'inquiétude, le désespoir, la tristesse à ses supporters. On ne voyait pas comment cette équipe pouvait se sortir de ce bourbier. Et elle traînait dans les bas-fonds du classement en JP Elite et elle a enchaîné les défaites en Eurocup. Et comme on l'a dit en début d'émission, l'arrivée de Jordan Taylor, la promotion de François Perronnet, une prise de conscience collective. On fait beaucoup de bien à cette équipe qui aujourd'hui est remontée dans les classements, a enchaîné 4 victoires de suite, ce qui est vraiment inespéré, et qui s'est qualifiée pour le top 16. Donc vraiment cette équipe, elle revient de très très loin. Alors elle revient de très loin, mais est-ce qu'il faut s'emballer pour autant, Mathieu? On a vu la victoire contre Boulazac. Il reste quand même des fragilités dans cette équipe. Oui, c'est à la fois inespéré ce classement et déjà beaucoup plus en adéquation quelque part avec les attentes que suscitait cette équipe en début de saison. 4e budget, 4e masse salariale du championnat. Et donc ça va beaucoup mieux, c'est sûr, mais 8e
C'est un peu inespéré dans le sens aussi où c'est vrai que cette victoire face à Boulazac, elle a quand même été tirée par les cheveux. François Perronnet l'a dit, elle n'était même pas méritée à ses yeux. J'irai pas forcément jusque-là, la pièce aurait pu tomber des deux côtés, mais Limoges n'a pas fait un grand match face à Boulazac. Alors après, c'est les matchs de fin d'année, c'est toujours un peu particulier. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a des fragilités au sein de cette équipe et il n'y a pas encore une énorme marge de manœuvre. Donc la première échéance pour 2019, ça va arriver très vite, c'est le 2 janvier avec un déplacement pour le top 16 de l'Eurocup à l'Étoile Rouge de Belgrade. Qu'est-ce qu'on peut espérer, Kevin, de ce top 16 pour Limoges? Là, on va rencontrer des équipes d'un niveau vraiment supérieur. Est-ce que Limoges a la carrure pour tenir son rang? Sur le papier, on peut espérer rien du tout, dans le sens où Limoges va affronter 3 équipes qui redescendent de l'Euroleague. Or, on sait que la vérité du papier n'est pas la vérité du terrain. Les joueurs, Jerry Boutsielé l'a dit la semaine dernière en conférence de presse, sur leur lancée, sur la dynamique de la fin d'année 2018, veulent faire des coups, veulent prendre des matchs et croire à l'impossible, donc éventuellement aller se qualifier en quart de finale. Mais je pense que ça sera compliqué d'y parvenir. Aller au quart de finale, ça serait se qualifier dans les 2 premiers du groupe. Ça voudrait dire mettre 2 équipes derrière. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Est-ce que la mini-trêve qui arrive risque pas elle aussi de couper l'élan là, de ce Limoges CSP Oui, ça peut couper l'élan du CSP, cette mini-trêve, mais au-delà de élan ou pas, comme a dit Kevin, ce sera de toute façon compliqué de sortir de cette poule de top 16. Pour moi, c'est la plus compliquée. C'est la plus compliquée. Il y a l'Étoile Rouge de Belgrade, Valence, Malaga. Limoges CSP, il va être tenu à faire, ça va être l'outsider de ce groupe. Il va être tenu à faire quelques coups, si possible, même à la maison. Après, à l'impossible, nul n'est tenu. Limoges l'a montré en battant Valence par 2 fois avec Vujocevic une année, mais ça va quand même être très compliqué l'Eurocup pour sortir de là. Sachant qu'il faut préciser qu'elle le fera sans Sekou Doumbouya, à 2 matchs par semaine avec un Sekou qui revenait très bien, c'est un atout en moins et on n'en sait pas plus sur Damien Inglis et sa cheville, donc avec 1 ou 2 rotations en moins, avec 2 matchs par semaine face à des très grosses armadas, ça risque d'être c'est des facteurs qui sont aggravants pour ça, quoi. Ça va être un niveau vraiment supérieur là, par rapport à ce qu'on a vu sur le premier tour de l'Eurocup? Ça va avoir rien à voir, strictement rien à voir. Quand on voit, sans faire offense aux Polonais de Gdynia, même aux Turcs de Tofas Bursa, voire aux Croates de Cedevita Zagreb, que ce soit l'Étoile Rouge, Valence ou Malaga, c'est 3 niveaux au-dessus. Ils viennent d'Euroleague, ça joue les premiers rôles. C'est des équipes qui sont 3-4 calibres au-dessus. Bon, mais sur ce tableau encourageant, on va passer à la suite, la Jeep Elite, peut-être d'un niveau plus abordable pour les Limoges CSP. On l'a dit, ils ont terminé l'année sur un bilan positif, 8 victoires, 7 défaites. Alors qu'est-ce qu'on espère là maintenant? La prochaine échéance, vraiment, c'est la Leaders Cup. Il faut être dans les 8 premiers, il reste 2 matchs à disputer, un déplacement à Chalon-sur-Saône, la réception de Pau Orthez pour le Classico. Alors 8e place, possible ou pas possible, Kevin? Mathématiquement, c'est possible. Il faudrait gagner les 2 prochains matchs et bénéficier d'un concours de circonstances favorables avec les autres équipes. Donc sur le papier, je pense... On est à égalité avec d'autres équipes. Alors, on est à égalité avec Gravelines et Le Mans pour la 8e place. Et il y a 5 équipes au-dessus de nous qui ont une victoire d'avance. Donc mathématiquement, c'est possible. Après, comme l'a dit François Perronnet, c'est pas un objectif en soi, la Leaders Cup. Et vu ce qu'on y a fait les 3 dernières saisons, je suis pas sûr que ça apporte beaucoup au club. Mais bon. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est quand même un trophée à aller chercher. C'est un trophée, ça reste un trophée. Déjà, ça valide un peu ta première partie de saison. Ça veut dire que tu as fini dans les 8. Donc, ça veut dire que tu es dans le tableau de marche que tu t'es fixé pour finir dans les 8 en fin de saison. Donc, je pense que c'est un élément important d'aller à la Leaders Cup, du moins symboliquement. En plus, c'est faire au moins aussi bien que la saison dernière, avec le top 16 et une participation à la Leaders Cup. Alors après, pourquoi y faire? Bon, ça, on verra. Mais moi, je pense que c'est important. Et je pense aussi que si tu gagnes tes 2 matchs à Chalon et face à Pau Orthez, je pense que tu seras à la Leaders Cup. Voilà, donc le championnat va poursuivre avec cette Leaders Cup et ce championnat. Donc maintenant, l'objectif play-off reste quand même bien d'actualité pour le Limoges CSP. Alors, qu'est-ce qui lui manque là maintenant pour véritablement basculer parmi les équipes qui vont, dans l'absolu, peut-être espérer finir dans le top 4?
Déjà, il lui manque quelques victoires pour remonter au classement et terminer dans le top 4. Ça, c'est une réponse basique. Et après, je pense qu'il lui manque de la stabilité en fait, sur des temps de jeu. Hier, face à Boulazac, on a vu que le CSP était toujours aussi inconstant comme il a été en début de saison. François Perronnet a mis des principes de jeu en place, mais il manque de la constance à cette équipe et que sa patte se pose sur la durée, je pense. Mathieu, est-ce qu'il reste des ajustements, la possibilité de faire des ajustements de joueurs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer pour Limoges CSP? Et si oui, quel ajustement on pourrait faire à quel poste? Demain, pour moi, non. Il faut gagner en constance. Gagner en constance, ça passe aussi par un collectif soudé qui apprend à vivre ensemble, un peu sur la durée. Là, François Perronnet travaille depuis quelques semaines. Je pense que l'effectif, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence à le bouger. Une fois que le Limoges CSP aura récupéré Damien Inglis et Sekou Doumbouya, il y a quand même aujourd'hui une profondeur de banc intéressante. Tous les postes sont doublés. Il n'y a pas d'urgence. Alors après, une fois que la saison aura bien avancé, si éventuellement pour faire un coup en play-off, là, peut-être qu'on pourra ajouter du talent à cette équipe s'il en reste les moyens. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune urgence à ce niveau-là, même si Limoges, sur le papier, reste forcément en deçà d'effectifs comme l'Asvel notamment, qui avait fait venir Alexis Aginsa. Ça reste un cran en dessous. Et en termes de talent, si ce talent doit arriver, il doit arriver à quel poste? Sur le match qu'on a vu à Boulazac, on pourrait dire sur le poste de meneur où la Maine a été en difficulté. Jordan Taylor a voulu gagner le match comme il avait fait à Tofas. On l'avait encensé à Tofas et il avait fait gagner le match. Il avait été très bon. Face à Boulazac, c'était un peu plus difficile. Jonathan Roussel aussi a été un peu plus dans le dur. Moi, je serais tenté de dire sur la Maine, si on se souvient de l'an dernier, Drew Joyce avait bien dépanné. Son arrivée en cours de saison avait fait beaucoup de bien au Limoges CSP. Il n'avait pas été transcendant en play-off et ouais, peut-être qu'un très bon meneur ferait du bien au CSP. Peut-être que ce très bon meneur sera Jordan Taylor à 100% de ses moyens. Il nous a dit la semaine dernière qu'il était pour l'instant qu'à 70% de ses capacités. Moi, c'est de la fiction, mais moi je. Non, Jeter forcément, mais un combo, peut-être un combo, genre. un truc, ça, je pense que c'est ces postes-là qui font gagner des titres, qui font gagner les matchs importants. C'est vrai que Dwight Hardy, il a montré de belles choses en cette fin d'année, mais peut-être que s'il y avait vraiment de la valeur encore à ajouter, ce serait peut-être à ce poste-là un joueur à la fois créatif et scoreur. Ou un Samardo Samuels à la hauteur de son talent et à la hauteur de son passé peut-être aussi. Oui, et puis qui défend. Voilà. Ouais, peut-être. Voilà, ce sera le mot de la fin pour ce 4e et dernier quart-temps de CSP Time. Les tops et les flops, on commence toujours par moi. Donc mon top, je vais le mettre. Alors j'ai des tops et des flops qui n'ont rien à voir avec le Limoges CSP pour une fois. Mon top, je vais le mettre à Luka Doncic, le joueur slovène qui est arrivé en NBA cette année. Il a 19 ans. Et il a déjà mis tout le monde d'accord. Ce qu'il fait, c'est assez incroyable. Il aura 20 ans seulement au mois de février. Il fait des choses absolument incroyables. Et en plus, il est sympa. Il a été bousculé un gamin là, sur une sortie de jeu. Le gamin, il était un petit peu choqué. Il s'est ramassé dans la tête. Et après, il est venu lui signer un maillot et lui donner son maillot. Donc en plus, il est sympa. Donc mon top à Luka Doncic. Pourtant, certains disaient qu'il ne pourrait pas jouer en NBA. En plus. Mon flop, je vais le donner à Paris Basket. Le club préfabriqué qui a récupéré les droits sportifs du HTV de Hier-Toulon et pour se hisser tout de suite en Pro B. Et ben, finalement, ça ne marche pas aussi bien que ça. Ils n'ont que 2 victoires en 11 rencontres. Pardon. Et donc, ce n'est pas juste en achetant des droits sportifs et en mettant un peu d'argent et avec un beau projet américain qu'on peut réussir à faire un club. Donc mon flop, c'est le Paris Basket. Voilà. On continue avec les tops et les flops. Mathieu? Écoute, mon flop sur cette première partie de saison, obligé, c'est pas parce que Yuri est là qu'on va pas dire le contraire, c'est un peu la communication du club. Beaucoup de communiqués, trop à mon goût. Maintenant, j'ai l'impression que ça s'est calmé ces derniers temps, donc j'espère que la deuxième partie de saison va être à l'image du sportif, nettement mieux dans ce domaine-là. Après, mon top, ça va être François Perronnet qui a remis cette équipe d'aplomb. J'ai envie d'y associer aussi Jordan Taylor. À mon avis, à mon sens, c'est les 2 grands hommes du changement de cap du Limoges CSP aujourd'hui. Et on voit une équipe qui fait plaisir à regarder et ça fait plaisir. Merci Mathieu. Kevin, ton top et ton flop? Mon flop, je vais me l'attribuer à moi-même. J'avais annoncé dans cette émission et sur ce plateau que le CSP n'irait pas au top 16.
Ils m'ont fait mentir. C'était après la défaite à Gignac qui a gagné sa seule victoire de l'année en Eurocup. Voilà, donc comme quoi il ne faut pas aller trop vite en besogne. Surtout avec Limoges. Ouais, surtout avec Limoges. Et mon top, on en a parlé en début d'émission, c'est Jiří Boutilé. Je pense que dans tous les joueurs du CSP, c'est celui qui a eu la meilleure progression. Je l'avais trouvé très bon en pré-saison. Après, il avait été en difficulté, peut-être à cause ou peut-être pas du fait qu'il y avait 3 pivots. On va pas revenir sur ce débat-là. Et là, depuis plusieurs matchs, pour moi, c'est devenu le pivot titulaire du Limoges CSP. On l'a déjà dit, hein, il est très bon en défense. Il commence à développer une palette offensive développée en attaque. Et ouais, en termes de progression, en termes d'envie, de combativité, en fait, franchement, ça doit être un exemple pour ses coéquipiers. Merci Kevin. Yuri, à toi la conclusion, ton top et ton flop. Je vais faire du sportif, une fois n'est pas coutume, et c'est un sujet qui va être entre guillemets lié. Le flop, c'est le début de saison, tout simplement, parce qu'il y avait une vraie attente autour de l'équipe, et on n'a pas su, et quand je dis on, c'est une responsabilité somme toute collective, on n'a pas su répondre présent et répondre aux attentes. Et on sait qu'à Limoges, c'est pas admissible. En parallèle, mon top, c'est la réaction justement des joueurs dans une situation très très compliquée. Et quand je dis des joueurs, c'est aussi du staff, de François Perronnet et vous l'avez cité. Mais c'est la réaction de tout ce petit monde qui s'est remis à l'endroit, qui est revenu sur des valeurs qui me sont chères, notamment des valeurs de travail, tout simplement. Et avec une première petite cerise sur le gâteau, et on en est tellement satisfait, qu'est de revenir au top 16 de l'Eurocoupe pour la deuxième année consécutive. On sait que ça va être dur, on a une très belle poule qui nous attend, c'est pour ça qu'on joue l'Eurocoupe, donc c'est quand même un joli top que de revenir à ce niveau de compétition aussi rapidement et sur une série en Eurocoupe une fois de plus à 2/2 qui était pas forcément acquise. Kevin en a témoigné. Merci Yuri, merci messieurs. Ce CSP Time numéro 25 est maintenant terminé. Merci Yuri en tout cas d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Et rendez-vous dès ce soir sur le site internet lepopulaire.fr, sur la page Facebook Le Populaire Sport. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur le site internet et la page Facebook dès demain. Rendez-vous maintenant l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes. À bientôt.